Bonsoir et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Un mot avant de commencer, cela concerne l'émission de la semaine dernière sur la maladie de Lyme, extrêmement suivie. J'ai répondu à vos très nombreux messages qui étaient tous de la même tonalité, gentils pour nous, pas vraiment pour nos invités. C'est certainement parce que le sujet était en fait très polémique. Alors une précision, nous ne sommes pas une émission de débat contradictoire, mais une émission de formation qui s'appuie sur des références de la spécialité, en l'occurrence celle de la SPILF, la Société de pathologie de langue française. Fin de la parenthèse. Alors on revient au thème de ce soir. Il porte le poids de notre corps en permanence, sauf lorsque l'on dort ou que l'on est assis, et arrive dans le peloton de tête des motifs de plainte de nos patients. Je veux bien sûr parler des pieds. Ajoutons à cela la mode qui les martyrise avec des escarpins trop serrés ou des baskets trop avachis. Les pieds vivent dans un environnement particulièrement défavorable. Et avant d'arriver au stade de douleur et de déformation, les soins réguliers et le recours plus fréquent au podologue devraient permettre d'éviter une intervention chirurgicale onéreuse et douloureuse. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Alors, dans les objectifs pédagogiques de l'émission de ce soir, nous allons passer en revue 3 des principales pathologies du pied. Et pour chacune, nous préciserons le rôle du podologue et nous donnerons les grands axes de la prévention. Je vous présente tout de suite nos invités de ce soir. Le docteur Christophe Piat est chirurgien orthopédiste spécialiste du pied à la clinique chirurgicale Victor Hugo à Paris et à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Serge Isidro est podologue au cabinet de podologie du sport de la Garenne-Colombes, mais également auprès de la prestigieuse équipe, celle du football de Benfica de Lisbonne. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Alors pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite, vous avez l'habitude, par la question du jour. Une question pratique comme la semaine dernière, la voici. Parmi ces 3 examens, lequel est indiqué pour confirmer le diagnostic de névrome de Morton ? La scintigraphie, réponse 1, le scanner, réponse 2, l'échographie, réponse 3. Notre rédacteur en chef, Damien Mouyal, est en régie pour compiler vos réponses alors à vos claviers. Alors, avant de passer en revue les pathologies, Christophe Piat, bonjour. Bonjour. J'aimerais être plus général. Le mal au pied, ça intéresse, ça concerne tout le monde. Et finalement, le médecin généraliste, il est un peu perdu devant ce symptôme. Il voit arriver quelqu'un qui a mal au pied. J'aimerais vous demander à vous deux, Serge Isidro, bonjour. Comment le médecin doit, mais de façon très courte, orienter ses recherches devant un mal au pied ? Il recherche s'il y a une anomalie du pied qui est la cause. Il va chercher des zones de frottement, des zones de douleur et l'objectivité du problème, de la douleur de la patiente. Il faut aussi faire un examen complet à la recherche de l'expression d'une maladie qui va faire parler le pied. Les artérites, des douleurs neurogènes, des douleurs de sciatique. Tout ça, il faut l'éliminer et après on en arrive la maladie du pied proprement dit. Le pied est malade, il fait mal. Devant le pied, c'est un signe d'appel. Devant le pied, on prend son temps, donc si je comprends bien. On prend tout à fait son temps et on est obligé de faire tout. En fait, le pied est l'expression de beaucoup de maladies. C'est en cela que le médecin généraliste est en première ligne. Alors, médecin généraliste, il fait quoi avec le podologue ? Vous êtes intéressé à voir très vite les gens qui souffrent du pied ? Alors nous, on les voit le plus souvent sur prescription médicale. Justement, ils sont envoyés par le médecin généraliste, par un orthopédiste. Ils ne viennent pas vous voir spontanément ? Alors oui, alors ils viennent quand ils ne sont pas toujours bien écoutés, parce que justement, le pied, c'est pas toujours... oui, ça passe souvent derrière les autres. Oui, ça passe souvent derrière les autres. Donc, ils viennent en première intention, en effet, des fois par le podologue. Et nous, on les réoriente vers les médecins généralistes. Vous ne passez pas une première consultation à regarder les chaussures et tout ça ? On fait un bilan. En fait, et vous orientez vers un spécialiste. Voilà, on les conseille après, on les oriente vers leur médecin généraliste pour qu'ils puissent leur prescrire et donner leur avis justement sur l'éventuelle pathologie. Bon, alors on va commencer par les oignons, la Lux valgus. Alors, ça ne vous plaît pas que je dise les oignons, mais c'est bien comme ça que le médecin va découvrir. Le patient arrive et dit docteur, j'ai un problème d'oignon, c'est ça. Mon pied est déformé, il me fait très mal, j'ai du mal à marcher. Bon, il est souvent associé à un problème de chaussage, c'est ça qui le fait venir ? Il est clair que la chaussure est un conflit, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à la fin de l'été, au moment où vous remettez des chaussures, vous êtes promené avec des chaussures grandes ouvertes, des sandales, et quand vous remettez vos chaussures de l'hiver qui ont un petit peu cuit, le cuir s'est rétracté, surtout si vous n'avez pas mis de forme dedans, conflit avec la chaussure déformée. Et votre pied qui est tordu. Le pied tordu, c'est le gros orteil qui est tordu ? Le gros orteil est dévié en dehors. Ouais. J'aurais dû dire patiente, parce que vous avez plus de femmes que d'hommes dans vos clientèles, Serge Isidro ? Oui, beaucoup plus. Ça représente vraiment la population la plus importante. Environ, il me semble que c'est environ 70%.
C'est lié aux chaussures? Alors, c'est lié au type de pied que l'on a. Ouais, c'est lié aux chaussures aussi, c'est lié aux talons. Beaucoup de choses, oui. Alors, principalement les chaussures qui sont souvent étroites, des talons qui sont trop élevés et qui poussent le pied en avant. Et qui se retrouvent en conflit, en effet, avec la chaussure. Vous confirmez, plus de femmes que d'hommes dans votre... Ah oui, oui, surtout au stade chirurgical, on arrive à 97% de femmes, 3% d'hommes. Mais quand un homme est touché, ça va être un joli combat, en général. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les hommes, parfois, ont tendance à serrer les dents, à attendre au maximum, jusqu'à ce qu'ils aient le couteau sous la gorge, et quand vraiment ça ne va plus, ils arrivent avec des pieds, ils ont essayé de tenir au maximum. Les médecins, vous les envoient trop tard, ou c'est plutôt pas mal fait? Non, ça va. Non, je n'ai pas à me plaindre de ça. Il y a quelques personnes qui refusent le conseil du médecin. Non, les médecins sont motivés par ça et sensibilisés, mais c'est bien qu'on leur mette encore une couche. Le diagnostic, il suffit d'enlever la chaussure, vous le faites immédiatement? Diagnostic évident. Bon. Évident. Vous opérez à tous les coups? On opère. Pour opérer quelqu'un qui a un hallux valgus, il faut 2 conditions. Qu'il soit déformé. Deuxièmement, que les gens aient des douleurs. Et des douleurs qui résistent à un traitement conservateur classique, c'est-à-dire d'essayer de leur dire « choisissez mieux vos chaussures, on vous met des semelles orthopédiques, on essaie de protéger un petit peu ». Si tout ça permet d'attendre, ça ne va pas guérir, ce n'est pas curatif, c'est palliatif. Ouais. Si ça ne suffit plus, à ce moment-là, il est l'heure de penser à la chirurgie, avec plus ou moins d'urgence. Parfois, c'est assez urgent d'opérer, parfois, on peut un peu temporiser. Donc temporiser, c'est envoyer chez le podologue? Oui, des conseils de chaussage, une orthèse plantaire, une orthoplastie, soigner les conséquences. Mais ça, c'est des choses, les orthèses, l'orthoplastie, c'est le podologue qui les fait? Oui. Ou vous, les chirurgiens, vous essayez de piquer un petit peu de ce marché-là en les faisant? Oh non. Alors, on n'a vraiment pas le temps. Non, c'est pas notre domaine. Et puis chacun a son niveau de compétence. Non, on n'est pas du tout dans ce niveau-là de compétence. Vous, ça vous pose des problèmes très complexes, ces orteils, ces oignons, ou c'est quelque chose que vous pratiquez tous les jours? C'est assez difficile, parce qu'il est difficile de faire comprendre à ces patientes, justement, qui ont toujours porté des chaussures, on va dire, étroites, qu'il va falloir passer une chaussure un peu plus large. Ouais. Voilà, pour les soulager. Donc ça, c'est difficile. C'est les femmes qui sont coquettes, mais sinon... Les femmes sont coquettes. Ouais. Les chaussures, aujourd'hui, sont difficiles à trouver. Les chaussures confortables, c'est pas évident. Hein. Ouais. On a de plus en plus de chaussures, il est vrai. Mais les chaussures confortables, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, voilà, c'est pas toujours évident à... L'intervention chirurgicale, un coup de marteau et tout est réglé, non? C'est comment ça se passe? Non, il y a eu des progrès depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant avec le recours à des ostéotomies. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un angle entre 2 os. Voilà. Ouais. Voilà, là, c'est bon. Si vous dites je coupe le sommet de l'angle, ça ne marche pas. Ouais. Ça a été fait quand j'étais interne. On m'a dit c'est un petit hallux valgus, tu rabotes l'angle, ça ira très bien. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Vous faites quoi alors? Alors maintenant, on fait des ostéotomies et qu'on coupe les 2 segments osseux incriminés, ceux qui ont un angle entre eux. La maximum, c'est 15 degrés toléré. Au-delà de 15 degrés, vous êtes dans l'anormal, dans le pathologique. Vous faites recours à des ostomies, vous coupez l'os en 2 jusqu'à ce qu'il soit plus que sur une seule et même ligne. Et à ce moment-là, hop, vous n'avez plus l'angulation, il n'y a plus d'oignon. L'oignon disparaît ipso facto. C'est assez rapide comme intervention? C'est assez rapide. On peut faire ça en 20-25 minutes environ actuellement. Et quel type d'anesthésie? Alors, tout type d'anesthésie est possible. Je recommande chaudement l'anesthésie loco-régionale. Pourquoi? Parce que c'est aussi simple que d'aller chez le dentiste. Ouais. Personne n'aurait peur. Enfin, il y a des gens qui ont peur d'aller chez le dentiste, bien sûr. Mais quand les patients me disent « j'ai peur de la loco-régionale », je leur dis « non, n'ayez pas peur du tout. Allez-vous chez le dentiste ?» Oui. Donc, vous êtes apte à avoir une anesthésie loco-régionale et être opéré du pied. Et on peut parfaitement mettre quelque chose pour les détendre en plus. Suite opératoire, simple? Simple, oui. La grande majorité maintenant disent « moi, j'ai pas eu mal alors que je m'attendais à avoir mal ouais, ». Il y en a quelques-unes qui vous disent « j'ai eu mal quand l'anesthésie loco-régionale ». Ça dure pendant 12 heures, ouais. ce qu'on appelle un bloc. Ouais. Ce bloc périphérique dure pendant 12 heures. À l'issue des 12 heures, la douleur peut revenir. Ouais. Parfois, elle est calme. Parfois, elle est plus agressive que prévu. Et on a toute une panoplie. Les anesthésistes sont là pour donner des médicaments antalgiques, de la morphine, des dérivés. Analgésie multimodale. Alors, je vais parler de quelque chose qui est un peu hors de ma compétence, mais voilà, ça existe, l'analgésie multimodale, c'est quelque chose d'important maintenant. Comment vous faites après, dans les suites? Vous passez la main à un podologue, un kiné? Comment ça se passe? Non, alors, au départ, le podologue n'a pas trop sa place au départ. C'est plutôt de la rééducation, soit une auto-rééducation, soit une rééducation avec un kinésithérapeute, si vous sentez qu'il y a un petit peu de flottement, que ce n'est pas si évident de reprendre. Vous savez, après une intervention, quelle qu'elle soit, du genou ou du pied, vous avez une sidération musculaire. C'est-à-dire que les muscles ne marchent pas très bien, il faut réveiller tout ça. Certaines femmes sont surdouées, elles y arrivent, c'est merveilleux. D'autres ont un petit peu plus de mal à remonter la pente.
Vous, le podologue, vous faites en sorte que ça ne se reproduise pas? C'est ça un peu votre rôle? Le rôle, c'est un petit peu ça, parce qu'on a aussi un problème mécanique, de statique et de dynamique au niveau du pied. Et donc, en fait, souvent après la chirurgie, il est clair que les patientes sont soulagées tout de suite. Les techniques ont énormément évolué. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une orthèse plantaire, donc une semelle orthopédique. Systématiquement? Ou pas? Très souvent, parce qu'en fait, il faut savoir que le plus souvent, la luxe valgus est congénitale, donc c'est de famille, mais aussi c'est un gros problème de mécanique. Christophe Piat, si vous n'êtes pas d'accord quand il dit des choses, vous avez le droit de réagir. Hein. Non, mais il y a les hallux valgus congénitaux, il a raison, et il y a des hallux valgus qui sont acquis. C'est-à-dire qu'ils sont malheureusement liés au fait que vous avez un effondrement de vos structures, notamment le pied plat. Donc si on veut essayer d'éviter les récidives, moi je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on mette une orthèse plantaire à des femmes qui ont un pied qui s'est aplati, qui s'avachit, vous savez, l'effondrement de la voûte plantaire. Vous travaillez plutôt en bonne cohabitation, la chirurgie, non, c'est plutôt à Monsieur Isidro que je vais demander ça, parce que les chirurgiens vous envoient bien les... Oui, absolument. Bon, je vous ai dit que ce n'était pas une émission de débat, mais de temps en temps, j'aime bien qu'ils ne soient pas d'accord. Ils sont d'accord. Alors, avant de passer à la deuxième partie, on va abandonner les oignons, mais je vous rappelle la question du jour à laquelle vous êtes invité à répondre. Parmi ces 3 examens, lequel est indiqué pour confirmer le diagnostic de névrome de Morton? La scintigraphie, réponse 1. Le scanner, réponse 2. L'échographie, réponse 3. Et n'oubliez pas, on attend vos questions en bas de l'ordinateur. Alors, on passe à la deuxième pathologie, les orteils en griffe. On aurait pu dire les orteils en marteau, c'est la même chose? Pareil. Bon, c'est quoi là? Bon, on comprend. Hein. Vous, ce qui est simple, c'est que les oignons, on voit à quoi ça va ressembler. Orteils en griffe, on comprend aussi. Il se voit de manière évidente, ça c'est certain. Le diagnostic ne fait aucun doute. Après, il y a différents types. Il y a des griffes simples, inversées, totales, des orteils en marteau, des proximales, c'est quoi la différence en marteau et en griffe Non, c'est pareil. Après, c'est proximal. Vous avez dans un orteil la même articulation, vous en avez 2. Vous avez P1, P2, P3, les 3 phalanges. Et vous avez une interphalangienne proximale et distale. Chacune d'entre elles peut être le siège d'une déformation, vers le bas ou vers le haut, en flessum ou en hyperextension. Alors là encore, les chaussures en accusation, Serge Isidro ou... Pas que. Mais les chaussures, oui, les chaussures à talons principalement, mais pas que, aussi la forme du pied. Un pied creux, par exemple, donc on a une limitation de notre surface d'appui, et forcément on va avoir... Tout à l'heure, on avait le pied trop plat qui donnait des hallux valgus, là le pied trop creux donne des... On peut comprendre d'ailleurs, Marc. Voilà, les orteils se mettent en griffe, et donc rentrent en conflit avec le chausson, et forcément... Premier signe d'appel, déformation ou douleur? Ah, les deux. Les deux. Tant que vous ils sont indépendants ou on peut avoir des pieds très déformés qui ne souffrent pas ou des pieds qui souffrent sans être un peu... Si vous ne marchez pas, tout va bien. Mais je crois que le but, quand même, pour nous, médecins et chirurgiens, c'est de faire remarcher les gens le maximum, quand même. Hein. Ça, c'est notre finalité. Et qu'ils puissent mettre des chaussures. On vit sous un climat moyennement tempéré, surtout en ce moment. Et donc, on se dit qu'ils sont obligés de mettre des chaussures. Les corps et les durillons, c'est une conséquence ou pas? Ça n'a rien à voir? Alors, le corps et le durillon, c'est pas la même chose. Le durillon, c'est un épaississement de la peau, donc qui provoque le plus souvent des échauffements. Le corps est beaucoup plus douloureux parce qu'on a un noyau, donc on a toujours un épaississement de la peau, mais on a un petit noyau qui se forme au milieu. Mais c'est pas lié à la déformation de... Ça peut être lié à la déformation, oui, tout à fait. Si, puisque ça rentre en conflit avec le chausson et qui peut provoquer justement cette défense de la peau, donc cet épaississement qui va finir par former un corps. Avant de savoir ce que vous faites sur ces déformations, les corps et les durillons, ça c'est typiquement le domaine du podologue ou de temps en temps vous sortez le coupe-corps? Il n'y a aucune exclusive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une déformation, vous avez tout à fait non seulement le droit, mais il faut être pris en charge médicalement. Ça me semble logique. J'entends dans le médical de manière conservatoire, y compris des moyens pédicuraux. C'est-à-dire qu'effectivement, si une orthoplastie peut vous faire du bien, si la rééducation peut vous aider à étirer vos chaînes, les chaînes rétractées, j'aime pas ce terme, enfin bon, c'est quand même malgré tout le terme. Justement, est-ce qu'il y a une différence entre le pédicure et le podologue? Est-ce que tous les podologues sont pédicures? Est-ce que tous les pédicures sont podologues? Non, alors le pédicure, c'est le professionnel de santé donc, qui va traiter tout ce qui est pathologie épidermique et inguéale. Le podologue, c'est celui qui va faire l'étude de la statique et de la dynamique. Donc vous ne faites pas les corps et les durillons, ce n'est pas votre boulot? Si, alors... En fait, notre formation, nous sommes pédicure-podologue. Après, il y en a qui choisissent d'être que pédicure, d'autres que podologue, ou alors pédicure-podologue. Donc là, on est face encore à un public essentiellement féminin? Oui, mais pas exclusivement. Là, il y a moins cette inégalité. Là, on retrouve plus, ça rebalance. Hein.
Un peu plus en faveur des hommes, en faveur entre guillemets, bien sûr. Alors, on peut avoir l'effet qui se coule, c'est-à-dire l'hallux valgus plus la déformation des... C'est même une cause fréquente, c'est-à-dire que l'hallux valgus peut se décompenser soit au niveau de l'oignon proprement dit, soit les conséquences sur les rayons latéraux. À partir du moment où vous avez un gros orteil qui est tordu, il n'appuie plus comme il devrait, et donc vous avez le poids du corps qui se transfère sur les rayons latéraux. Serge Isidro, vous vouliez dire un mot ? Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'hallux valgus va entraîner un conflit, donc une perturbation de ce qu'on appelle l'arche antérieure du pied, la palette métatarsienne. Et en effet, donc on a un hyperappui sur en général le deuxième et le troisième rayon. Et également, forcément, il va occuper une place un petit peu trop importante dans la chaussure. Il va rentrer en conflit avec le deuxième orteil, qui va se mettre en griffe. Et souvent, donc, on a un corps à ce niveau-là. On a vu que c'était le pied, le pied, comment dire, qui est responsable des, pas creux, mais trop, excusez-moi, je trouve trop cambré. Trop cambré. Vous ne faites pas cette fois-ci les pieds égyptiens par rapport aux pieds grecs et aux pieds carrés? Non, mais ça, c'est clair que vous avez des formules, des pieds à risque. Oui. Le premier risque, quand même, c'est un petit peu les antécédents. C'est-à-dire que si, par exemple, votre maman, votre tante et vos 3 sœurs l'ont, vous avez de fortes chances de... Pareil pour les oignons, c'est-à-dire que les familles... Encore plus. Encore plus. Donc hérédité. Ah oui, hérédité, ça c'est le point numéro 1. Deuxième cause favorisante, les déformations de votre pied, on l'a déjà dit largement. Troisième chose, votre chaussage. Et enfin, dernière chose, qui est encore plus évanescente, c'est la posturologie, votre façon de marcher. Parce que vous êtes asymétrique, hein. On est tous asymétriques. On est plus du droit, du gauche, vous êtes droitier, gaucher, inversé. Vous regardez vos chaussures, vous les retournez. Vous regardez une vieille paire, hein, et vous regardez de combien vous avez usé un des contreforts, beaucoup plus, ou un des talons est plus usé que l'autre, ou même en avant. Vous talonnez, vous êtes en pronation, supination, vous marchez de façon asymétrique. À ce moment-là, on fait quoi? On change de chaussures, on les fait ressemeler, ou on fait mettre des semelles? Alors, les semelles, oui, mais dans des chaussures qui soient en bon état. Parce que si effectivement le contrefort est cassé, si effectivement elles sont complètement évidées d'un côté ou de l'autre, c'est pas la peine de mettre un coin postérieur supinateur ou pronateur de 8 mm avec un talon qui est évidé. Excusez-moi, je pose des questions un peu personnelles, mais c'est parce que ça me rappelle quelques souvenirs. Est-ce que le pied grec, le pied égyptien, le pied carré? Aussi, oui, absolument. Vous avez commencé la question, on n'a pas répondu, vous avez vu. Les vrais hommes politiques. Le pied égyptien, le plus fréquent en France, le plus long. C'est-à-dire le gros orteil est plus long que le deuxième. C'est lui qui expose le maximum, puisque effectivement, il est en conflit avec le bord interne de la chaussure. On va enchaîner là, mais vos interventions chirurgicales simples, là? Pour les griffes? Ouais. Oui, c'est relativement ça. Ça se fait en ambulatoire, tout comme la chirurgie de l'hallux valgus peut être faite en ambulatoire, comme pas en ambulatoire. Oui, on en avait déjà parlé par le passé. Mais c'est ouvert, c'est-à-dire que là vous faites encore, vous remettez tout en ligne, comme vous avez fait pour. On remet en ligne. Quand ça résiste au traitement conservateur par la podologie, on se dit à un moment, bon, ça ne va pas. Le seul élément où il ne faut pas trop tarder, c'est quand il y a eu un épisode d'infection. Attention, c'est un point d'entrée sur une infection. Si jamais en plus les patients ont une prothèse de hanche ou de genou sous-jacente ou qui sont un petit peu fragilisés par du diabète, par la prise de cortisone, par des prises d'anti-TNF, par la liste des maladies qui sont soit immunosuppressantes. Ça ne vous dérange pas d'intervenir sur une porte infectieuse, vous, les chirurgiens? Au contraire, il faut mieux. Vous, des deux risques, vous prenez le moindre. Parce qu'on va me dire, mais c'est dangereux d'opérer un diabétique. Pendant des années, je l'ai pensé. Et puis un jour, il y a un diabétologue à Mondor qui m'a dit « Mais pourquoi vous les laissez avec vos pieds tordus? Ils en ont besoin. » De même, les artéritiques. Les artéritiques ont besoin d'avoir de bons pieds. Le meilleur traitement de l'artérite, c'est la marche. On parle plus de médecine que de pied, presque. D'accord. Reprise rapide de la marche et encore action du podologue sur ces orteils opérés? Ah oui, ils peuvent être tout à fait utiles après pour aider. Et c'est en plus encore pour moi, pour prévenir les récidives. Donc en fin de compte, systématiquement, c'est un travail d'équipe. Hein. On doit vous voir avant pour éviter tout ça et après pour éviter que ça revienne. C'est ça la philosophie de cette relation que vous pouvez avoir. L'idée, c'est en effet un travail d'équipe, en sachant que, comme le disait le docteur Pierre, en effet, au départ, quand on a ce type de soucis, le podologue a quand même un rôle assez important donc dans la correction de la position du pied, donc comme on l'a souligné, et on va en fait soulager le travail du capiton, en fait, parce qu'on a un capiton sous le pied, qui est déjà bien usé et bien atteint. Et donc, avec des semelles amortissantes sur ces zones-là, on arrive quand même à soulager les patients. Allez, on va regarder les résultats de la question qu'on vous a posée. Qui va gagner la Coupe des Champions? Le Benfica de Lisbonne? Non, je me trompe, mais c'est votre équipe. Hein. Oui. Voilà, ils sont en quart de finale. Ils sont bien. Ouais. Mais contre le Bayern de Munich. Vous avez vu cet air un peu
contre le Bayern de Munich. On va vous tenir au courant, on le fera revenir s'ils sont qualifiés. Bon, alors, la question, c'est bien évidemment pas ça. Parmi ces 3 examens, lequel est indiqué pour confirmer le diagnostic de névrome de Morton? Les résultats, scintigraphie 4%, scanner 62%, échographie 35%. Alors 4%, 62%, échographie 35%. C'est vous qui avez demandé qu'on pose cette question-là, Christophe Piat, oui. La réponse est bonne? Il y a mieux. C'est-à-dire, il fallait répondre quoi? Eh ben, c'est l'échographie qui est le meilleur examen. Alors la scintigraphie n'a pas sa place dans cette indication-là. Non, ils ont été très bons, 4%, ouais. Très bien. Ça a place dans des métatarsalgies. Ça peut être parfois très intéressant. Le scanner, malheureusement, non. Pourquoi? Parce que le scanner montre très bien l'os, montre bien les contours osseux, montre bien des signes d'arthrose. Oui, mais c'est pas le sujet, puisqu'on parle de maladie de Morton, qui est un nerf qui est pathologique. Et donc, ça ne le montrera pas. Vous allez me dire, mais il y a des fenêtres par thymol. Ouais. Oui, donc on vous montrera qu'il y a un magma dans le 3e ou dans le 2e espace, mais ça ne vous dira pas exactement ce qu'il en est, même si vous faites une injection de gadolinium. L'échographie est devenue extrêmement performante. Et on peut l'avoir tout de suite. Oui, d'une part, tout de suite. Ouais. C'est pas très cher, ça fera plaisir à tout le monde. Ouais. Et tertio, on peut même l'avoir parfois au cabinet. Ouais. Il y a de plus en plus maintenant de médecins généralistes, d'urgentistes qui s'équipent de ça. Et dans vos services, vous avez tout ça. Ouais. Alors, moi, je ne le fais pas parce que j'arrive du mal à trouver un petit peu de temps, donc c'est pas la peine. Et il y a des gens qui le feront un petit peu mieux que moi encore. Et l'échographie a un gros avantage par rapport au scanner, c'est que c'est un examen qui est dynamique et qui peut particulièrement être fait en charge. Ouais. Vous allez me dire, non, le malade est allongé. Oui, mais un bon échographiste, au cours de l'examen, va manipuler le pied, mettre la paume de sa main perpendiculairement, il va reproduire un appui, il va avoir un aspect dynamique qu'on n'a pas. Il y a en plus le Doppler couleur pulsée qui, là, au cas particulier, sera négatif. Est-ce que c'est mieux parce qu'on aurait pu mettre l'IRM qui mettait tout le monde d'accord, là? Parce que l'IRM, c'est parfait. Mais c'est fait exprès de ne pas avoir mis l'IRM pour ne pas faire un débat. L'IRM est effectivement très performante. Mais le seul problème, c'est les délais et le prix. Voilà, vous l'avez bien. Alors, névrome de Morton, vous nous dites, c'est moins connu. En quelques mots, vous nous le définissez? Oh, c'est facile. Ça, c'est facile. C'est quelqu'un qui a horriblement mal au pied, puisque c'est une douleur neurogène. Tout le monde connaît les douleurs neurogènes. Ça s'exprime. Lésion du trijumeau, que sais-je, tout le monde connaît ça. Et un pied qui est quasiment normal, qui n'a pas de déformation. Donc déjà, le duo vive douleur et pied quasiment normal, vous dites, tiens, ça ne serait pas un Morton. Et ça siège électivement dans le 3e espace et plus accessoirement dans le 2e espace. Et vous allez le chercher là, il y a un petit signe qu'il faut connaître, c'est le signe qui a été décrit par un chirurgien hollandais qui s'appelle M. Mulder. Donc le signe de Mulder. Le signe de Mulder, bien connu. Ouais. Et on recherche un ressaut et un claquement, c'est clinique. Et quand vous l'avez, vous... Un ressaut et un claquement en faisant quoi? Alors, vous appuyez dans le 3e espace incriminé par voie plantaire, d'une main et de l'autre, il me manque une main. Vous resserrez la palette métatarsienne comme ceci, et vous arrivez à obtenir un claquement qui, va être audible, douloureux, et reproduire la douleur dont sont les patients. Il faut être pointu quand même, non? Non, le geste est assez facile. Alors, en fait, vous, Serge Isidro, des gens qui ont une douleur effroyable sur des pieds qui sont normaux, vous devez en voir. Vous pensez Morton et tout de suite? Alors, le problème de cette douleur, de cette métatarsalgie, c'est qu'il y a un diagnostic différentiel. Donc, parce que ça peut être une bursite, ça peut être une fracture, ça peut être plein de choses. Mais le Morton, en effet, donc il y a ces signes qui ne trompent pas, comme l'a décrit le docteur Piat, et qui révèlent tout de suite le Morton. On a compris, échographie, même le médecin de famille peut la prescrire quand il a un doute, hein. Sans problème, il la prescrit et parfois même il peut la faire lui-même s'il a l'appareil. D'accord, vous faites quoi sur un Morton? Là encore, on peut le traiter médicalement. On peut le traiter médicalement. Parce que donc, retour chez le podologue? Retour chez le podologue qui prescrit des semelles orthopédiques, qui corrige le trouble statique qui a été initiateur de la chose. Parce que souvent, quand même, ce n'est pas des pieds pas. J'ai dit qu'ils étaient normaux grossièrement. C'est sûr que si on est un spécialiste, comme lui, comme moi, on va se rendre compte, dire, ah, elle a un avant-pied rond, tiens, elle a des petites choses. Bon, mais ça peut échapper au commun du corps médical, ça c'est clair. Donc voilà. Et à ce moment-là, vous retournez chez le podologue une fois que vous avez votre diagnostic, qui essaye de vous traiter. Et si ça ne marche pas, vous retournez voir le chirurgien. Dites-moi, vous faites plus de chaussures orthopédiques, vous, en fin de compte, c'est plus que des semelles, c'est fini. Exactement, c'est les bottiers orthopédistes qui font les chaussures orthopédiques. Non, mais c'est-à-dire que là, il y en a de moins en moins des chaussures orthopédiques, puisqu'il y a de moins en moins de pieds beaux. Donc, non, il y en a encore. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du diabète. Il y a des diabétiques qui ont besoin de chaussures orthopédiques, qui ne supportent pas les chaussures que l'on trouve dans le commerce. Donc, oui, non, c'est plus les bottiers orthopédistes. Le bistouri dans le Morton, ça fait partie du traitement classique? Une fois que ça a échappé au traitement médical, vous leur proposez la chirurgie, ce qui donne d'assez bons résultats. Et vous faites quoi? On retire, alors le classique,
ce qu'on appelle la neurectomie, vous retirez ce nerf qui est malade. Parce que c'est un nerf qui n'est pas que comprimé, il est malade intrinsèquement. Vous avez une fibrose formidable qui entoure le nerf, qui rentre dedans. Vous imaginez un arbre entouré de lierre dans la forêt, à la particularité près, oui c'est champêtre et rustique, que ce lierre rentre sous l'écorce, il rentre dans le tronc même, il étouffe le nerf. C'est pour ça que le traitement classique, c'est la neurectomie. Vous décortiquez le tronc ou vous coupez l'arbre? On ne peut pas, on coupe l'arbre. On est obligé de couper l'arbre parce qu'il est mort intrinsèquement. Alors, il y a des essais, il faut le dire pour être complet, exhaustif, de gens qui vous disent oui, mais c'est un trouble statique, ce nerf a été comprimé, vous n'avez qu'à le décomprimer par des ostéotomies, vous coupez les métatarsiens adjacents et ça peut l'améliorer. C'est en cours d'évaluation. Alors ça, vous avez dit neurectomie, ça veut dire qu'il y en a, vous avez dit 1, 2, c'est quoi? 2, la décompression, vous faites des ostéotomies, vous dites c'est un avant-pied-rond, vous corrigez l'avant-pied-rond et le malade doit guérir, vous faites une décompression comme dans un canal carpien. J'ai une petite réserve parce que autant le nerf médian dans un canal carpien est intact, autant j'ai plus de réserve. Il ne sert à rien ce nerf pour que vous l'enleviez avec autant de... C'est un nerf purement sensitif. D'accord. Donc ce que vous allez avoir, c'est un deuxième petit signe, vous allez avoir une hypoesthésie en feuillet de livre, c'est-à-dire dans l'espace intermétatarsien incriminé. Vous aurez un manque de sensibilité. Ça n'empêche pas de danser le rock'n'roll. Ça n'empêche pas de danser le rock'n'roll. Il ne faudra pas confondre en post-opératoire la persistance du manque de sensibilité, de l'hypoesthésie, et la douleur. La douleur disparaît très 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 souvent, l'hypoesthésie beaucoup moins. Mais j'ai bien compris qu'il y avait une vraie complémentarité entre nos deux invités ce soir. On va maintenant passer à votre question pour le vérifier. Alors, la première question, je suppose que les traitements anticoagulants, c'est de rigueur pour toutes ces pathologies. Est-ce que je me trompe? C'est un médecin qui dit ça. Oh là, il rentre dans un débat très spécialisé, car en fait, on vous dit que s'il n'y a aucun risque, parce qu'on peut mettre maintenant, on met très souvent le garrot à la cheville, donc il n'y a pas de contusion musculaire, le risque thrombotique est très modéré. Donc en toute logique, si vous n'avez aucun facteur de risque, pas d'anticoagulant. Si vous avez un facteur de risque, vous allez me dire, vous en avez forcément un, c'est des dames, la moyenne d'âge n'est quand même pas toute jeune, sauf les hallux valgus congénitaux. Donc vous avez des petits facteurs de risque, donc vous allez en mettre pendant 8 jours, et puis vous avez le médico-légal sur le dos. Donc vous devez en mettre à tous les coups. Oui, mais quelqu'un qui n'en mettrait pas, à mon sens, ce n'est pas une erreur. On peut très bien concevoir de ne pas en prescrire. Quelles sont les complications les plus fréquemment rencontrées après la chirurgie? Parce que oui, là, on a à vous écouter, il n'y a pas de problème. En 20 minutes, on règle le cas et on remet le patient en charge et en marche dans les 2-3 jours. Qu'est-ce que vous avez comme pépin ou comme problème? L'infection? D'abord, le premier point que tout le monde connaît, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui enquiquine le monde? Un casse-pied. Donc à partir du moment où vous avez cassé un os du pied, je vous dis, c'est obligatoire de casser un os du pied pour être efficace. Et revers de médaille, il y a toujours une revers de médaille, forcément. Plus vous donnez un médicament puissant, plus vous avez des effets secondaires. Donc revers de médaille, vous avez cassé l'os du pied, il faut 2 à 4 mois pour s'en remettre. Et si vous dites, mais le résultat final, complet, l'indolence, 9 mois, une grossesse, c'est clair et net. Quelqu'un qui vous dirait autre chose, j'ai une méthode qui va plus vite, je n'y crois pas. Donc nos médecins doivent dire ça, c'est-à-dire bien sûr, le podologue aussi doit le dire. Le podologue aussi, vous dites ça, 4 mois pour être à peu près, et puis 9 mois, on retrouve l'indolence. L'indolence. Et on retrouve aussi l'utilisation... Oui, la mobilité, tout. Alors maintenant, ça c'est le temps de récupération, hein. Ça c'est chronophage. Voilà. Alors ensuite, il y a des incidents. Quelqu'un qui vous dirait, j'ai jamais eu d'incident de ma vie, évidemment, il raconte des petits cracks. Donc vous avez des incidents. C'est-à-dire que les effets secondaires se produisent trop longtemps, vous avez de la raideur, vous avez une arthrose post-opératoire. Elle devait déjà préexister, mais elle s'aggrave à cette occasion. Les infections, on a malheureusement, très rarement, mais ça existe, ces infections. Mais ça, c'est inhérent à toute chirurgie. Gonflement, raideur, adhérence, névromotendite. On a un pourcentage un petit peu de... 2 à 3% environ. 2 à 3% environ. Mais alors attention. Ça fait du monde quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont opérés. Attendez, Jean-François Lemoine, je voudrais bien insister sur ce point-là. C'est-à-dire que face à ça, il faut opposer l'histoire naturelle de la maladie. Un hallux valgus, des orteils en griffe ne vont jamais guérir. On peut les améliorer, il a raison, on peut les améliorer, mais pas les guérir. Et on sait très bien qu'en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Et vous allez de plus en plus, donc soit vous réduisez la qualité de vos chaussures, votre marche, votre périmètre de marche, soit vous dites je prends le problème à bras le corps. Car le taux d'échec, histoire naturelle, elle est mauvaise. Et vous avez d'un côté 95% de réussite, de l'autre 100% d'échec. Moi je trouve que le choix est assez facile. Bien sûr. Et vous les reprenez maintenant, comme vous n'êtes pas un chirurgien qui a commencé l'année dernière, sans être toutefois encore très âgé, vous revoyez des patients, vous reprenez des patients sur ces pathologies-là? Ça existe malheureusement. C'est un sujet que nous aimons beaucoup, c'est les récidives d'hallux valgus. Même si vous êtes opéré par une pointure, ce qui est un comble
comble pour la chirurgie du pied, bien sûr, vous pouvez quand même... non, il n'y a pas de cas où vous êtes à l'abri de la perte de correction. Alors, s'ils n'ont pas été traités de leur pied plat, ou du pied creux, ou de leur trouble statique. Il y a une question qui va sur le systématique du podologue avec le chirurgien, parce que apparemment, moi je suis très consensuel, mais ce n'est pas toujours le cas. Il semblerait que des podologues disent que les chirurgiens ne leur envoient pas systématiquement les patients. Moi, personnellement, je ne peux parler qu'en mon nom, naturellement. Quand quelqu'un a encore... Mais attendez, on va demander au podologue, ça le fait sourire. C'est vrai ou faux? Alors, oui et non, parce qu'en fait, on est une profession qui est quand même en pleine expansion, et on se fait connaître de plus en plus, on fait connaître notre travail. Il y a en effet beaucoup de chirurgiens qui ne connaissent pas forcément le travail du podologue, et les chirurgiens avec lesquels, dans mon cas, je travaille à 100%, enfin, nous travaillons en étroite collaboration, vraiment pour le bien-être du patient. Donc de plus en plus, ça c'est qu'on peut en effet adresser... Attendez, il y a la réponse politiquement correcte et puis la réalité de la vie. Vous êtes combien de podologues dans ce pays? Vous êtes suffisant pour prendre en main tous les... Oui, largement. Je veux dire, moi, je suis dans une ville comme la Garenne-Colombes, où on a 30 000 habitants, on est 15 podologues. D'accord. Non, pas dont acte. Alors après, là, ça arrive c'est pour vous, là, les questions, parce que j'ai pas l'impression que la chirurgie de la luxe valgus soit très au point. J'ai une patiente qui a été opérée 6 fois de suite, car le résultat n'était pas satisfaisant. Deuxième, ça va pour vous, c'est un podologue qui dit « Nombreux de mes patients sont récalcitrants à la chirurgie de la luxe valgus à cause des douleurs post-opératoires. » Alors on dit quoi? Ça marche pas, ça fait mal. C'est l'histoire d'autrefois ou... Ah non, enfin, je suis surpris. On peut tomber, bien sûr, sur quelqu'un qui vous dira j'ai été vacciné, j'ai eu des ennuis. Ça me paraît excessif déjà 6 fois. Ouais. Parce que de toutes les façons, à partir du moment où vous avez eu... Ça m'est déjà arrivé de voir des patients... de la main, qui s'était trompé de côté. Non, vous pouvez avoir effectivement des patients qui sont effectivement des hyperlaxes, ça ne tient pas, ils ont des gros troubles de pronation, et puis ils ne suivent pas forcément les consignes qu'on leur donne. Ils remettent leurs escarpins qu'elles aiment bien, c'est normal, c'est humain, peut-être que je ferai la même chose à leur place, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, à ce moment-là, il existe toujours un plan B. Ça s'appelle l'arthrodèse. C'est-à-dire, vous soudez le gros orteil dans une bonne position. Quand rien ne va plus, comme à la roulette, il vous reste l'arthrodèse. C'est une solution qui vous fixe le gros orteil. Vous avez un gros orteil qui est parfaitement stable, parfaitement indolore. Évidemment, vous avez perdu votre mobilité. Mais c'est des gens qui ont déjà perdu leur mobilité. Serge Isidro, on sait qu'il est exceptionnel comme chirurgien, Christophe Fiat, mais est-ce que vous êtes confronté à une réalité plus de la vraie vie avec des douleurs? Oui, alors en fait, comme le disait le docteur Piat, il est clair qu'un hallux valgus, enfin nous, que ce soit nos semelles orthopédiques, nos orthoplasties, nos contentions nocturnes, parce qu'il existe aussi des contentions nocturnes, pour soulager justement cette articulation, il est clair qu'on ne traitera pas. On va soulager, on va repousser dans le temps l'intervention chirurgicale, si intervention chirurgicale... Mais elle est indispensable. Mais à terme... Ouais. Enfin, il y a des gens qui finissent par ne jamais se faire opérer, ça va très bien. Bon, mais si on veut remettre des petites chaussures comme avant, oui. Et un bon qui fait ça souvent, quoi. C'est une intervention qui n'est pas si simple que ça, qui nécessite beaucoup d'entraînement. Oui, c'est ce qu'on dit. Je vais faire un anglicisme, un learning curve, c'est une courbe d'apprentissage. On va le faire en français quand même. La courbe d'apprentissage est importante. Alors, ça doit être un médecin proche du syndicat des podologues qui pose la question suivante. J'avoue que les pieds sont souvent des parties du corps que j'examine le moins à tort. Cela dit, c'est peut-être le cas de la plupart des médecins. Pour y remédier, ne faudrait-il pas conseiller aux patients d'aller voir le podologue au moins une fois par an, comme pour le dentiste? Alors, je veux vous dire que tout ça, c'est des vœux pieux, parce que je ne sais pas si les gens vont tous les ans chez le dentiste, mais ils ne vont pas tous les ans chez le podologue. Ça serait pourtant quelque chose qui vous semble une mesure de bon sens? À partir du moment où il y a un symptôme. Les gens qui sont totalement... Non, là, c'est hors symptôme. Là, c'est histoire de dire, je vais faire vérifier si j'ai pas de carie chez le dentiste, je vais faire vérifier mes pieds par un podologue. Bon, vous, ça vous semble excessif, et vous, Serge Isidro? Moi, je dirais que ce qui serait intéressant, c'est de faire venir les enfants, en fait. Parce que... vous allez encore plus fort, vous. Ouais, non, parce que le problème, c'est qu'on peut corriger le pied d'un enfant, alors qu'il soit plat, qu'il soit valgus, etc. De plus en plus, on a des hallux valgus, enfin moi je constate au cabinet, d'enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Donc ça ce qu'on ne voyait pas avant, hein, c'est-à-dire qu'avant, on avait des hallux valgus entre 30 et 35 ans. Aujourd'hui, on les voit un peu plus tôt. Et il faut savoir que le podologue, là, peut quand même avoir un travail préventif. Donc, moi, je serais d'avis qu'il y ait, que les pédiatres, surtout les pédiatres, soient en effet sensibles à ça. Ouais. Bon, et pas forcément après
tout le temps. Après, c'est trop tard. Quand on arrive à 14-15 ans et qu'on a un enfant qui a un gros pied plat, c'est trop tard. Un de nos confrères nous dit qu'on voit beaucoup de problèmes de canal carpien dans sa clientèle. En revanche, moins de syndrome de canal tarsien qui est l'équivalent. Est-ce que parce qu'on n'y pense pas à ce diagnostic ou parce qu'il y en a moins? Il y en a moins, pas, et j'allais presque dire pas du tout. Ah oui. Presque. Ouais. C'est un diagnostic que je ne reconnais pas ou peu. Pour moi, ça n'existe pas, ou presque. Alors, et presque, évidemment. Oui, vous avez, oui. Non, mais là, je fais exprès de la provocation, parce que j'en vois. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout l'équivalent, ni du point de vue anatomique, ni du point de vue du reste. Donc, je n'opère les canaux tarsiens que contraints et forcés, et en particulier lorsqu'il y a une compression extrinsèque. S'il y a quelque chose qui vient comprimer le nerf, alors là, oui, ça peut être un syndrome du tunnel tarsien. Mais c'est totalement exceptionnel. C'est un rapport, un cheval, une alouette. Hein. D'accord. Quand proposer des infiltrations dans le pied? Dans le Morton, par exemple. Dans le Morton. Dans le Morton, c'est une bonne indication. Dans certaines bursites intermétatarsiennes, dans la pathologie rhumatismale, j'entends inflammatoire, polyarthrite, rhumatisme psoriasique, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais ça, d'une part. Par contre, en revanche, dans les déstabilisations articulaires, c'est plutôt à éviter. Vous connaissez les effets secondaires de la cortisone, je ne vais pas les rappeler ici. C'était une très belle question d'internat dans le temps. Hein. Je vous rappelle, c'est sur trois feuillets complets, hein, dont la destruction. Il faut se souvenir que si c'est interdit chez les sportifs professionnels, c'est qu'il y a une bonne raison. Justement, parlons des sportifs. Y a-t-il intérêt à faire des semelles sur mesure pour un sport, par exemple? Moi, j'en ai fait faire par un podologue et j'ai eu des douleurs plantaires alors que je n'avais jamais eu de problème avant. Alors c'est le mal de... Enfin, je vais dire, alors je vais peut-être pas faire des amis chez mes confrères, mais c'est le mal un peu de notre profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on reçoit un patient, on se dit que systématiquement, il faut qu'il ressorte avec une paire de semelles. Faux. Enfin, moi, je suis contre cet avis-là. Ouais. C'est-à-dire que parfois, l'orthèse plantaire n'est pas le premier traitement à essayer. Il y en a d'autres, la kinésithérapie, l'ostéopathie, les traitements médicamenteux. Et parfois, oui, il faut qu'on fasse une semelle orthopédique. Donc, il peut, en effet, si une semelle est mal adaptée, une semelle peut provoquer des douleurs, que ce soit au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau du bassin, du dos, enfin, allant jusqu'au cervical. Serge Isidro, au maquillage, je vous ai posé la question, sachant que vous occupiez d'une équipe prestigieuse de football. Je vous ai demandé si 100% des joueurs avaient des semelles. Vous m'avez dit non. Non, il y en a beaucoup, mais pas 100%. Non, mais pas systématiquement. Non, justement, parce que si le patient ne présente pas de douleur, il n'y a aucune raison de lui faire des semelles, même si on constate un trouble statique. Alors, je sais qu'il y a un de nos auditeurs qui nous dit que j'accélère toujours, mais je respecte toujours la durée de cette émission et qui me dit « Mais pourquoi vous continuez ?» Ben oui, il y a plein de questions, on va accélérer, on ne va pas pouvoir parler de tout. À quoi servent les ondes de choc? Les ondes de choc étaient utilisées, proposées pour les anthésopathies. C'est-à-dire les épines calcanéennes au sens large, toutes les ossifications qui se créent dans le prolongement de l'insertion. Hein. Alors, ça a un succès assez variable. C'est-à-dire que les promoteurs de la méthode ont été extrêmement satisfaits. Et par exemple, à l'hôpital de la Riboisière, où je travaille aussi, chez les rhumatologues, eh bien, au CHU, on a été un petit peu déçus. Alors, c'est un petit peu douloureux, un peu à beaucoup douloureux, et avec des résultats finalement assez mitigés, moins de 50% d'efficacité. Les semelles en vente en pharmacie sont-elles bonnes ou une mauvaise solution et comment les prescrire? Ah, je vais répondre. Ouais, tiens, c'est intéressant. Non, je pense qu'il faut. On va vous lui piquer sa réponse. Non, parce qu'après, il va me donner son. Après l'émission, il va me matiner cela. Oui, allez-y. Parce que je pense que non. Il faut vraiment, une semelle doit être faite sur mesure. Il faut une empreinte statique, une empreinte dynamique. Il faut qu'elle soit adaptée et il faut que le choix du matériau soit en conséquence. Ce que vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un a dit « j'ai eu mal après des semelles ». Ça veut dire que la semelle est efficace, dans un mauvais sens. C'est une évidence. Elle a une efficacité tout à fait certaine, j'en ai porté moi-même personnellement. Donc… Une réponse du podologue. Non, mais je suis d'accord. Oui, vous appliquez votre réponse, c'est ce que je dis. Non, du tout. Non, il faut savoir qu'on fait un travail quand même, une analyse donc statique, dynamique aussi, et on adapte donc une orthèse plantaire en fonction de la chaussure que l'on a et de la pathologie qu'on a, avec différents matériaux. On a une gamme de matériaux extrêmement large, qui vont du matériau beaucoup plus rigide au beaucoup plus souple, et que l'on adapte sur la semelle. Allez, il y a un médecin qui dit, est-ce bien le rôle d'un médecin de commenter la mode des chaussures, ou alors comment en parler sans y passer des heures, ça je doute. Et les podologues ont-ils la même formation? Comment trouver un bon podologue? Il y a un registre des podologues? Alors, en fait, on a tous la même formation. Donc, on a 3 ans d'études. On a un diplôme d'État. Et puis après, vous avez des spécialisations. Donc, il y a ce qu'on appelle les posturologues aussi. Vous avez les podologues du sport. Enfin, c'est au médecin de savoir où il y a le podologue qui connaît ça. Vous, par exemple, Christophe Piat, vous connaissez
connaissez toutes les spécialités des podologues et vous servez de filtre? Non, mais vous savez que tous, dans notre carrière, on a un carnet d'adresses. D'accord. Allez, je m'en voudrais de ne pas poser la dernière question. Combien coûte leur cours à un podologue? Est-ce que c'est remboursé? Alors, l'orthèse plantaire, donc en moyenne, elle varie. Alors, je vous donne les tarifs province et Paris. Hein. Donc, les orthèses, elles vont entre 80 et j'en ai vu à 250, 300 euros. D'accord. Je trouve ça excessif. Je pense que la moyenne, 150 euros, 150 euros, 180 euros, c'est tout à fait. Remboursé combien? Remboursé 14 euros, 28. Et la consultation du podologue? Alors, la consultation, en fait, elle est souvent incluse donc, dans la réalisation de la semelle orthopédique. En général, c'est entre 35 et 40 euros. Juste la consultation. Merci à vous. Non remboursé. Non remboursé, hélas. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Le pied est un vaste sujet, on aurait pu en parler des heures. Il y a plein de questions. C'est d'ailleurs contrairement à ce que l'on pense, et Christophe Fial sait bien, le premier sujet d'audience des émissions de santé grand public, donc de vos patients, très loin devant le mal de dos, et c'est pourquoi nous lui avons donné une place de choix dans les JDF. Pour nous écrire et commenter cette émission, je vous rappelle l'adresse mail, jdflemoine@gmail.com. Je lis tous vos mails, ils sont intéressants, et surtout proposez-moi des choses. N'oubliez pas le replay sur le site Fréquence Médicale. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, dont les thèmes seront choisis parmi les nouveautés pratiques du congrès du Collège de médecine générale, le congrès du Collège de médecine générale qui commence demain à Paris. Bonne soirée à tous et en attendant, portez-vous bien.